ciel et les éclairs. Vasari renvoie ici à l'écrivain Pline l'Ancien, qui avait écrit l'appel, bien connu comme le meilleur peintre de tous les temps, avait peint, je cite, des sujets que la peinture peut à peine présenter, quae pingi non possunt, comme, il continue, le tonnerre et la foudre. Bruegel était sans doute au courant de l'importance accordée en Italie au paysage et au rendu des conditions climatologiques. Les humanistes, c'est bien connu, néerlandais, proches de Bruegel, correspondaient par exemple avec Vasari. D'une certaine manière, on peut donc dire que l'originalité des chasseurs dans la neige ne réside pas dans le sujet, ni même dans la présence de la neige abondamment représentée en Italie également. On a vu les scénettes représentées comme les chasseurs ou les patineurs sont directement issus de la tradition calendaire flamande. L'originalité du panneau, c'est qu'elle place ce type de scène dans un vaste paysage mi-réaliste, mi-imaginaire. Je pense qu'on a déjà commenté sur la présence évidemment des Alpes qu'il a vécu. Il a traversé les Alpes, donc il les a vécues, mais il les intègre ici d'une façon évidemment incongrue avec le paysage des Pays-Bas. Mais donc l'originalité est qu'il combine les deux mi-réalistes, mi-imaginaires et traduit de façon vraiment magistrale l'impression atmosphérique vécue du froid et du gel. D'une part, l'œuvre traduit ainsi une réalité subie et ressentie à l'époque par l'entière population. D'autre, elle répond au discernement des connaisseurs d'art en implémentant un idéal exprimé depuis l'Antiquité de peindre des conditions atmosphériques qui sont difficiles à restituer en peinture. En effet, on a parlé aussi du fait que le contraste des deux, que moi j'argumente, constitue l'hiver ensemble, les pendants des deux, voire, entre autres, la continuité des Alpes. Bruegel rend en fait les deux extrêmes de l'hiver, la neige réfléchissant, illuminant, et la tempête qui assombrit le monde. Alors, d'une certaine manière, on pourrait analyser le paysage d'hiver avec patineurs et trappe aux oiseaux de manière analogue. C'est un petit paysage, je l'ai dit tout à l'heure, qui frappe d'abord et avant tout par un naturalisme nouveau, très différent, précisément des peintres comme Patenir, comme Blesse, qui représentaient dans leur paysage une sorte de résumé du monde. Ici, au contraire, plus encore, je dirais, que pour les chasseurs dans la neige, il s'agit de la représentation d'un village brabançon, d'un village flamand. Et on peut très bien imaginer que Bruegel se soit fondé pour cette composition sur des dessins d'un village pris sur le vif. Il se pourrait très bien qu'il s'agisse en fait de la représentation d'un village qui a existé. Alors évidemment, la simplicité de la composition s'exprime également au travers de l'unité de son coloris, en camailleux ocre-ivoire, brun et blanc, nuancé ici et là par quelques touches de couleur, notamment pour les vêtements, comme ici, un tout petit peu de rouge, par exemple. La maîtrise de l'exécution picturale en est d'autant plus saisissante. Et là, j'en reviens pratiquement au vocabulaire utilisé par Michel pour les chasseurs dans la neige. Effectivement, Bruegel joue avec les effets combinés de légers empattements et de glacis translucides. Il a su faire dialoguer de façon absolument extraordinaire l'opacité de la neige et l'atmosphère brumeuse du givre, les tons froids de la glace et les couleurs sombres de la végétation, qui nous donnent effectivement cette impression pratiquement immédiate de froid. Il s'agit cependant d'un paysage autonome, à la différence des chasseurs qui font partie d'un cycle de saison, je le répète, qui donc exprime à merveille le gel et le froid, animé de quelques figures tirées
du quotidien. Alors si l'œuvre est la première qui n'appartient pas à un cycle saisonnier, un des premiers hivers représentés qui n'appartient pas à un cycle saisonnier, il emprunte néanmoins lui aussi des motifs, types et caractéristiques de cette tradition, à commencer évidemment par les patineurs qu'on retrouve abondamment dans les miniatures, mais je voudrais aussi souligner l'importance des tapisseries à l'époque. N'oublions pas que Bruegel a été formé chez Peter Cook Van Hals, qui était un peintre qui a réalisé de nombreux cartons, comme on disait à l'époque, pour des tapisseries. Et dans les tapisseries également, au XVIe siècle, on retrouve abondamment la représentation des saisons, et donc bien entendu aussi de l'hiver, représentée la plupart des fois par des patineurs sur la glace, bien évidemment. En revanche, et j'ai eu l'occasion de l'évoquer tout à l'heure, la trappe aux oiseaux ne connaît pas, enfin, pour autant que je sache en tout cas, d'antécédents iconographiques, donc ni en peinture, ni en miniature, ni en gravure, ni en tapisserie. Elle occupe pourtant une position privilégiée dans le paysage, celle du promontoire, réceptacle habituel de la scène historiée, qui confère à la composition sa dimension narrative spécifique. Selon l'historien Gustav Gluck, en 1925 déjà, son association avec une scène de glisse pourrait renvoyer à un proverbe en rapport avec les périls et le caractère aléatoire, glissant de l'existence. Les patineurs, et ça aussi Michel l'a déjà évoqué précédemment, les patineurs insouciants sur la glace sont semblables aux oiseaux inconscients du danger qui les guette. Alors si aucun proverbe de ce type n'a pu être découvert à ce jour, une longue tradition associe en effet l'oiseau à l'âme et l'oiseleur au diable, d'où l'interprétation allégorique du tableau qui se rattache à l'idée répandue au Moyen-Âge et à la Renaissance, selon laquelle le péché originel, l'existence est-elle un pèlerinage semé d'embûches et de périls. Cette suggestion est d'autant plus séduisante que maints proverbes flamands réfèrent au danger de la glace en tant que tel, pour qui s'y aventure. Iemand op het ijs leien of op het ijs brengen signifie en néerlandais mener quelqu'un sur un terrain dangereux. On retrouve cette idée également exprimée chez Bosch, auquel, comme on le sait, Bruegel se réfère souvent. Ainsi, un diable messager apparaît dans le volet gauche du triptyque de la Tentation de Saint-Antoine, sous la forme d'un drôle d'oiseau patinant sur un cours d'eau gelé dont la glace se fend. Détail intéressant, un chouca mort, percé d'une flèche, gît aux côtés du monstre. Le trait semble avoir été tiré par le rat aux ailes de jet, symbole de stupidité, faisant partie du groupe auquel le diable messager s'adresse. Comme toujours chez Bosch, il n'est guère possible d'interpréter cette scène de façon univoque, mais il apparaît clairement que la glace, le patinage et la mort d'oiseau sont associés ici à l'évocation du mal. Dans le même ordre d'idées, rappelons que le gel était souvent considéré comme la strate ultime de l'enfer. Et c'est pourquoi, dans cette miniature, vous voyez que les envieux, les damnés sont condamnés véritablement à s'enfoncer dans les eaux gelées. Et c'est encore à l'aune de dictons et de pensées similaires qu'il faut appréhender la légende se rapportant au caractère incertain de l'existence, la lubricité de la vie humaine, qui figure sur une édition, certes du début du XVIIe siècle, des patineurs devant la porte de Saint-Georges d'après Bruegel. Le dessin de Bruegel date de 1553 et qui fait écho, bien entendu, aux personnages sur la glace qui sont tombés ou tiennent à peine sur leurs patins, comme par exemple ce personnage à l'avant-plan. Et vous voyez, là aussi, on peut établir un parallèle avec ce qui a été dit pour les chasseurs dans la neige. Vous voyez comme Bruegel systématiquement joue sur différents registres. Déjà, bon, évidemment, le caractère incertain de l'existence, c'est un thème, je dirais, sérieux, mais il ne veut pas s'empêcher de le mettre en image aussi de façon comique, de façon humoristique. L'humour n'est jamais très loin
chez Bruegel, mais on ne peut pas s'arrêter, je pense, dans l'interprétation des tableaux à cet humour. Il joue systématiquement sur plusieurs registres. Enfin, et là, pour établir un parallèle avec la très belle intervention de Pierre Tchekhov, je ne sais pas s'il est parmi nous ce soir, que certains d'entre vous ont sans doute entendu à propos des sorcières. On prêtait aux sorcières la capacité de brasser le mauvais temps. Il n'est sans doute pas un hasard si la chasse aux sorcières connut un regain d'intérêt aux alentours de 1560, alors que la population était soumise à des hivers glaciaux et à des étés humides et frais, ponctués d'orages et d'averses de grêle. Ces phénomènes extrêmes ne pouvaient être, pensait-on alors, que l'œuvre du diable avec lequel ces ensorceleuses avaient scellé un pacte. Que Bruegel pouvait adhérer à cette croyance est démontré par la gravure que vous voyez ici à l'écran, et qui représente Saint Jacques et le magicien d'Hermogène. Et vous voyez, voilà, dans la partie supérieure de la gravure, vous voyez les sorcières qui brassent véritablement la tempête et la grêle. C'est une gravure qui date de 1565, donc exactement la même année que le petit paysage d'hiver avec trappe aux oiseaux, que les chasseurs dans la neige. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Bon, le dessin de Bruegel, lui, date de 1464, mais vous voyez que toutes ces œuvres, en fait, apparaissent plus ou moins donc en 1565 ou dans les années successives. Toutefois, à rebours de ces images infernales du gel, le paysage d'hiver, je le rappelle, présente en fait une vision très positive de l'hiver. Et en cela, il s'insère bien davantage dans la tradition calendaire de l'évocation des saisons, dont l'une des caractéristiques, et Reinhard Falkenburg vient de le rappeler, est précisément d'offrir une vision d'un monde idéal, d'un monde harmonieux, loin de la colère divine, et donc des famines, des maladies ou toute autre calamité dont le climat était si, et est encore malheureusement, si souvent la cause. Alors si je ne connais pas de représentation de trappe aux oiseaux précédant la représentation de celle-ci, tant dans, bien sûr, les paysages hiver avec trappe aux oiseaux, que dans les chasseurs dans la neige, l'usage de ce type de piège est en revanche attesté et semble réservé aux paysans qui, en hiver, selon le dictionnaire économique de Noël Chamel, dont la première parution date certes de 1709, mais en fait, c'est un traité qui fixe finalement de vieilles traditions, de vieilles pratiques. Donc, selon Chamel, ces paysans qui, en hiver, étaient désœuvrés et cherchaient à s'occuper. Et c'est ainsi qu'il définit ce qu'il appelait alors des tendus d'hiver. On entend par ce nom différentes espèces de pièges que l'on n'emploie guère qu'en hiver, tant où les habitants des campagnes sont désœuvrés et font ainsi une guerre active et destructrice aux oisillons. Le procédé est jugé par certains très efficace, même s'il risque d'écraser les oiseaux. Or, les traités agricoles insistent de manière frappante sur le caractère récréatif. Baudrillard, en 1741, parlera, lui, précisément vraiment de ce piège formé par une porte, et il répétera, ce sont les paysans qui, en hiver, s'ennuient, qui pratiquent ce type de sport, en quelque sorte. Donc, c'est véritablement une occupation récréative. Il s'agit d'un passe-temps hivernal, au même titre que le patinage auquel s'adonnent les paysans en toute quiétude sur la rivière gelée. Le paysage d'hiver avec trappe aux oiseaux, animé donc de scènes de loisirs au fond, exprimerait ainsi avant toute chose le temps suspendu propre à cette morte saison, selon l'expression de François Villon, à l'inverse précisément des nombreux travaux des champs illustrant les mois. Ceci n'exclut évidemment pas la dimension allégorique et moralisatrice de l'œuvre, qui est, à mon avis, bien présente. On peut même se demander si l'artiste n'a pas choisi le motif inédit d'un piège composé d'une vieille porte, dont certes parlent
certains dictionnaires de l'époque, pour souligner le parallèle entre le danger qui guette les volatiles et celui de l'hiver pour l'homme et partant les dangers de l'existence, revenant ainsi par une porte dérobée, peut-être teintée d'humour, au thème de l'enfer. En effet, dans l'iconographie traditionnelle de la descente du Christ au limbe, la porte qui donne accès au limbe est pareillement représentée. Attendez, oula. Oups, ça ne marche plus, mais vous voyez la porte en bas à gauche. Hein. Donc, est pareillement représentée par un assemblage de planches usées, exactement comme dans la propre traduction de Bruegel du sujet, où elle se profile au premier plan de biais, à l'instar du piège dans le paysage d'hiver. Autrement dit, et comme souvent, Bruegel joue sur plusieurs registres. Il transpose les images infernales de l'hiver et les motifs traditionnels de la tradition calendaire dans une vue naturaliste, comme jamais auparavant, d'un village brabançon, vue naturaliste qui, au fond, et ça, Tine l'a montré tout à l'heure, emprunte autant à la tradition flamande qu'italienne. Et là, c'est aussi un autre élément important à souligner. On a toujours tendance à croire qu'il n'y a eu que des paysages d'hiver en Flandre. Vous voyez bien qu'il y en a eu tout autant en Italie. Et l'exemple qu'a montré Tine tout à l'heure montre aussi à quel point Bruegel, au fond, l'originalité aussi de ces paysages, c'est précisément cette capacité d'avoir fusionné ces deux traditions, hein, cette tradition flamande et cette tradition italienne, en y ajoutant toutefois une dimension nouvelle, hein, qui allait lui assurer son succès durable et en faire le prototype même du paysage d'hiver au XVIIe siècle, c'est-à-dire celui du rendu climatique ou atmosphérique de la saison, qui renvoie donc à une expérience vécue, mais exactement comme les peintres du sublime évoqués hier par Pierre Watt, c'est une expérience vécue, mais évoquée à distance, en quelque sorte. Il s'agit d'une vision à distance, celui d'un citadin. N'oublions pas que Bruegel était un citadin, il n'était absolument pas un paysan. Donc c'est le regard du citadin sur la campagne, celui donc qui a la maîtrise de la nature et observe le monde paysan comme prétexte pour méditer sur la condition humaine. Je vous remercie. Quelle heure est-il, Tine ? Il est 4h, 4h05. Donc, il nous reste une demi-heure pour la discussion. Voilà. Mini intermède publicitaire, donc en vente au Salon du Livre, magnifique. Bruegel et l'hiver. Et puis le tout frais, tout nouveau, Bruegel et l'Italie, donc publié par Tine Merank et Sabine Van Sprang, paru chez Peters. Pas en vente à la librairie ? Bon. Je ne sais pas si Reinders ou Thomas veulent nous rejoindre pour la discussion. Mais Yes, Reinders, please. Oui. Alors, puisqu'on a encore cette image de la trappe à oiseaux du musée de Bruxelles, on en a parlé un petit peu avec Sabine hier ou avant-hier. Dans ce livre, donc, où tu étudies en détail, hein, tu reviens sur les différentes interprétations qui ont été faites de ce tableau. Ce que je trouve très beau dans ton analyse, c'est que à la fin, d'une manière très bruegelienne, donc tu laisses ouvert l'interprétation, puisqu'il y a deux courants d'interprétation, l'un, disons, réaliste, qui peut-être correspond en un sens à Averkamp, inverse cette tendance à représenter l'hiver d'une manière
extrêmement précise, réaliste, en s'éloignant de l'interprétation plus allégorique, donc qui vient de la tradition du paysage monde, où le monde gelé a été représenté, comme tu l'as montré avec cette magnifique enluminure, comme un monde infernal, puisque l'enfer peut être un paysage en feu ou un paysage glacé. Il y a un enfer froid. Et donc tu laisses ouvert, bien sûr, c'est proprement brueggelien, l'ambiguïté, l'ambivalence, difficile de trancher. Mais je pense vraiment que c'est ça aussi l'extraordinaire fortune critique de Bruegel, c'est que c'est quelqu'un qui véritablement joue sur différents registres. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette fortune critique, c'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, ce paysage d'hiver, qui est quand même un paysage absolument magnifique, un petit paysage qui évoque le froid de façon magistrale, va surtout intéresser les peintres du XVIIe pour cette capacité-là. Mais il est évident que la dimension symbolique chez Bruegel est toujours totalement présente. Elle est, au fond, comme vous disiez très justement pour les chasseurs dans la neige, elle est à peine perceptible d'une certaine manière. On se laisse piéger par la beauté du paysage et on en oublie les dangers de l'existence. Et donc, en fait, paradoxalement, exactement comme vous disiez tout à l'heure, on renforce le message moralisateur qui quand même est présent dans cette œuvre. Donc ça, je pense que c'est très vrai. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, c'est, j'ai voulu le rajouter, puis vous voyez, j'ai oublié, en voyant votre film, finalement, ce petit paysage-là parle de négligence aussi. Il parle de négligence aussi, puisqu'encore une fois, ce piège, pour le paysan, c'était le paysan désœuvré, donc qui s'adonnait au loisir, comme on s'adonne au loisir en patinant. Et donc, on n'est plus attentif. Donc je pense que voilà, ce sont ces différents registres-là qui font qu'à travers les siècles, jusqu'aujourd'hui, on continue par être fasciné par les tableaux de Bruegel. Ouais. Et peut-être si je peux rajouter juste un petit élément pour renforcer, laisser ouvert cette interprétation allégorique qui me semble importante, parce que là, tu construis une comparaison. Et on regarde souvent, évidemment, on regarde rarement une image seule, mais toujours en série, en comparaison avec d'autres images qu'on a en mémoire. Ça, c'est le grand sujet de Reindert. Mais ce qui est frappant dans Le Trébuchet, c'est qu'on est complètement dans un exemple de ce que Foucault appelait l'épisémie de la ressemblance, c'est-à-dire que le tableau est construit pour nous proposer, c'est une analogie. Il y a vraiment cette espèce de nid avec la scène des oiseaux et la scène des patineurs avec au milieu ces deux corbeaux noirs dont les silhouettes font la transition pour souligner cette analogie. Absolument. Entre l'homme et l'oiseau. L'analogie, Erasme a beaucoup écrit sur la question, notamment dans un texte où il réfléchit sur le sens exégétique. Il compare les différents termes qui utilisent le préfixe ana, analogie, anagogie, il y en a deux ou trois autres. Et le lien commun, dit-il, c'est prend la figure de la Vénus anadiomène qui surgit de la profondeur. Donc, ce qui est analogique suppose un sens profond, un sens caché qui doit revenir à la surface, un sens donc autre, allégorique. Et une image analogique nous invite à chercher un sens au-delà du sens littéral. Dans ce tableau, il y a une structure analogique qui, par elle-même, invite à une interprétation autre qui va au-delà du sens littéral. Et juste parce que c'est une discussion que nous avons eue, c'est le tableau qui a eu le plus grand succès puisqu'il existe 131 copies. Alors on en connaît, on en a recensé probablement qu'il y en avait plus que ça. Donc à l'heure actuelle, effectivement, on connaît 131 copies, ce qui évidemment est énorme. La plupart sont donnés aujourd'hui à Pierre Bruegel le Jeune, qui était en fait son fils aîné. On l'appelle le Jeune pour le différencier de Pierre Bruegel l'Ancien. Mais il y a aussi eu Jan Bruegel, qui était donc le fils puiné, le plus jeune, mais qui lui sera peintre de cour, qui a travaillé
pour le cardinal Borromée, entre autres, et où là, hein, et d'ailleurs c'est toi-même qui me l'as dit, donc voilà, je me permets de te citer en direct, hein, il y a effectivement une reprise de la trappe, mais dans un contexte foncièrement religieux. Et donc là, c'est cette autre tradition et ça, qui c'est perdure. intéressant, parce que c'est vraiment, on est dans un contexte analogique. Totalement. Parce que c'est très beau. C'est donc une variante, une interprétation par, non pas Peter, mais par Yann, qui date de 1618. C'est un bijou. Il fait 7 cm sur 5. C'est donc une copie de la trappe aux oiseaux, mais insérée dans une structure qui a été faite par un artiste italien qui s'appelait Girolamo Marchesini, donc qui a intégré dans une structure sculptée 6 petits tableaux peints sur ivoire par Jan Bruegel, dont la trappe aux oiseaux, mais dans une structure qui produit du sens, puisque l'ensemble s'appelle le Christ rédempteur. Et donc il y a le portrait du Christ rédempteur, de la Vierge, et deux petits paysages, une crucifixion et un portement de croix, une scène de naufrage avec la Vierge qui crée un miracle qui sauve les naufragés, et la trappe aux oiseaux, mais à la place des patineurs, c'est une procession de la croix. Et donc, on a 2 images de monde aquatique qui possèdent un sens allégorique, puisque dans les 2 cas, il s'agit d'un monde qui représente la vie, enfin le monde du péché, qui menace les hommes, aussi bien le naufrage que le monde gelé de l'hiver. Donc là, on a vraiment un exemple intéressant d'une interprétation visuelle, allégorique, de la trappe aux oiseaux. Oui, et puis il y a d'autres, donc parmi les 131 copies, il y a un certain nombre de copies dans lesquelles apparaît aussi la fuite en Égypte. Et donc là, on revient tout à fait à l'interprétation du pèlerinage de la vie, hein, puisque Rainer Falkenberg, ici présent, a écrit un magnifique ouvrage sur la question, hein, sur l'idée du pèlerinage de la vie, qui souvent était aussi représenté dans les tableaux du XVIe par la fuite en Égypte. Et donc, certains copistes se sont sentis obligés, pour souligner finalement le caractère allégorique de la scène de Bruegel, se sont sentis obligés de rajouter ce motif-là. Mais encore une fois, c'est pour ça, je pense qu'il y a différentes réceptions de ce tableau. Il y a une fortune critique différente au nord qu'au sud. Hein. Ce sont aussi évidemment de régions qui connaissent une évolution politique différente. Bon, il faut se garder d'aller trop vite dans ce type d'interprétation, mais enfin, je pense que la pluralité des interprétations de ce tableau en particulier est très claire. Enfin, on ne peut guère en douter. Je vais laisser la parole à Reinhard, mais juste pour ajouter une sorte de bizarrerie à votre magnifique série, parce que je ne connaissais pas les paysages d'hiver en Italie, ça c'est une magnifique découverte. Hérimède de Blesse, encore lui, oui, a peint une fuite en Égypte sous la neige. Oui, en effet. Oui, alors ça, je pense que les échanges, enfin ça c'est un autre sujet, mais la manière dont le paysage peint a évolué tant en Italie qu'aux Pays-Bas ne peut se comprendre que par les échanges continus entre les 2 pays. Hein. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. One of the things that I get more and more interested in, and I'm struck by, is let's say the double layeredness of Bruegel's paintings, not only in a, if you will, in a traditional allegorical sense, but also in a visual sense that relates to the viewer. So, for example, if you look at that bird over there, I hope you can see it. That bird is, in a way, part of the birds that may be trapped, but that bird is also watching other birds. And it's almost in a position that we have humans, that we are watching other people being trapped, but we are not aware of the fact that we self may be the subject of this being entrapped. So there's this kind of visual double-layeredness that relates directly to me as a viewer. And could you bring the image of the in Winter Tour? In Winter Tour in. Oh yeah. Non. L'adoration des mages.
Un peu de patience, on va y arriver. Voilà. Right. And so one of the interesting aspects of us art historians is that we illuminate and distort. We illuminate by bringing out details, and we need to do so in order to bring out our argument and our interpretation. But that, in a way, destroys the function, the physical and the visual function, the original function, or what we think is the original function. That is to say, if you have a painting that only is this small, and you're talking about tiny, tiny, tiny details, and there is no media to kind of blow up the detail, you really have to dig yourself into the painting and search your way into the painting. If you do so, in reality, this painting is about this size. This size. Absolutely, it's a small painting, exactly like the winter landscape with the bird trap. Yeah, and when you think about, there's this, forgive me, kind of horrible word, modern word, awareness, which in a way is actually a very good word for understanding Pieter Bruegel's paintings, not only their paintings, but our own position relative to those paintings, in a way, awareness about ourselves, being aware about. This is what I mean by the double-layeredness. So we may discover and see what all those folks only partially see, that here you have the adoration of the Magi, of the small little child, which traditionally is understood to be the Epiphany, and Epiphany means revelation. So there's already a pun intended in the original story that the Magi saw the Son of God in the child that you cannot see. He is the Son of God because he's so small. Je vais résumer. Le tableau fait cette taille. Vous voyez les mesures à l'écran. Voilà, on est vraiment, quand on est devant le tableau, obligé de coller le nez au tableau pour parcourir à la loupe tous ces détails. Et un de ces détails absolument saisissants, alors je ne sais pas si c'est exactement ce que tu viens de dire, Reindert, mais il y a un flocon de neige qui est représenté d'une manière quasi scientifique, microscopique, parce qu'on voit pratiquement les cristaux. Enfin, c'est absolument saisissant. Juste à l'endroit où se trouve cet autre détail négligé, marginal, mais qui donne la clé du tableau, puisque c'est là que se trouve l'enfant Jésus, que personne presque ne voit derrière ce voile de flocons. Je n'ai pas exactement été fidèle. But we have not seen yet that in the background, là-bas, there are the soldiers. Absolument. Dans le fond, il y a les soldats. That Absolument. Oui, tout à about fait. Bon, j'ai pas analysé to tout. hunt for the Christ child. So there is threat, you see in French. Oui, oui, donc c'est un tableau, et à vrai dire, c'est peut-être le tableau qui représente le plus la menace. Oui. Hein. Autant la menace de l'hiver que la menace des soldats, par rapport évidemment à la scène biblique qui se trouve à l'extrême gauche. But are we aware, 16th century viewers, are we aware of the fact that the people representing the threat are actually, as far as I see it, the soldiers that carry the same harnesses that we see in the soldiers every day? Ah oui, Are alors we aware évidemment, of the oui. threat to us? Oui, alors évidemment, la question est de savoir si... alors nous, et c'est ça évidemment tout le problème pour tous les historiens d'art que nous sommes, nous voyons ceci immédiatement, nous le percevons immédiatement comme une menace. Hein. En plus, vous avez, ils ont ces pics bien dressés, hein, les hallebardes dans le fond. Mais comment les spectateurs du XVIe siècle percevaient ces soldats, hein, finalement, souvenez-vous, au moment des attentats, je vais y arriver, on avait des militaires partout dans les rues et on finissait par plus les voir. Donc peut-être qu'effectivement, nous interprétons, c'est toujours le danger, peut-être que nous pensons qu'effectivement ces soldats ont été perçus à l'époque comme extrêmement menaçants, alors que peut-être qu'ils ne l'étaient pas du tout. Ça, c'est effectivement un danger. Mais très subtil. Mais y a-t-il des questions ? Non, j'avais une petite... Oui,
J'avais une petite réflexion vis-à-vis de l'idée que nous-mêmes, on est aussi piégés. Et là, j'ai pensé, on en a parlé aussi. Moi, j'étais devant la Delegrit, la Mad Mag, la Margot Delegrit, oui. Parce que là aussi, il y a une trappe. Mais là, c'est peut-être la peinture la plus énigmatique jusqu'aujourd'hui. Et je me rappelle d'ailleurs être devant cette peinture avec Jeroen Olisslager, c'est bon, parce qu'il a écrit ce livre. Et on a parlé et essayé de trouver des réponses durant 1 heure. Et à la fin, on a dit, on est piégé. Là, c'est vraiment encore le cas aujourd'hui. On ne sait pas ce que c'est. Alors, je voulais quand même vous signaler, tout à l'heure, on parlait à la fin de votre film, de la bouche de l'enfer. Elle apparaît là à gauche. Vous voyez, ça, c'est la représentation tout à fait traditionnelle de l'enfer. Et c'est effectivement très proche du motif que l'on voit dans Les chasseurs dans la neige. Voilà. C'est une difficulté du film, puisque habituellement, si je fais une conférence, je fais une série. Je montre toutes les bouches d'enfer de Bruegel, qui étaient obsédées par ce motif, il y en a beaucoup. Et certaines sont vraiment des images potentielles, sont des maisons, des constructions qui ressemblent à la bouche de l'enfer. D'où l'image potentielle du moulin comme aussi une variante sur ce thème. J'avais peut-être une petite question vis-à-vis de Tarkovsky, qui évidemment est incroyable, et c'est tellement joli de le revoir aussi comme ça, mais dans Tarkovsky, ce n'est pas que les chasseurs de l'hiver. Et comme moi, comme vous avez vu, je tiens aussi importance au fait que les chasseurs font partie d'une série. Bon, c'est Tarkovsky, parce qu'il y a aussi la chute d'Icare qui apparaît, c'est vraiment un peu imaginaire là, mais comment je sais bien qu'évidemment l'analogie avec le monde contemporain de Tarkovsky, c'est la scène enneigée en Russie. Mais comment vous réagissez à ça? Pour moi, c'est un peu aussi le monde, pas que l'hiver, c'est le monde vu de là-haut, quelque part. Alors, Tarkovsky, c'est comme Pasolini, et c'est vraiment un cinéaste qui a imbibé de peinture. Il y a Roubliev, mais Bruegel, c'est vraiment un des peintres de Tarkovsky. Et je crois qu'il a vraiment interprété d'une manière extrêmement subtile, parce que le tableau se mélange complètement avec le film, avec le récit. On voit un petit garçon dans la neige, donc ce serait trop long de rentrer dans le détail, mais ça fait partie de la manière dont ce tableau est complètement fusionne avec l'histoire elle-même. Et l'histoire, en gros, c'est une histoire de science-fiction où ce personnage masculin se trouve prisonnier, il est piégé dans une station en orbite autour d'une planète qui a un cerveau géant, qui a le pouvoir de matérialiser les remords, les souvenirs et les remords des personnages. Donc, c'est sa femme qui s'est suicidée à cause de lui 10 ans plus tôt, qui revit, qui renaît. Donc, c'est le comble du bonheur, parce qu'il retrouve sa femme aimée, et elle n'arrête pas de mourir. Et ça, c'est représenté par justement des scènes d'ascension et de chute. Et le plan juste après, on la voit tomber et se briser comme de la glace, parce qu'elle se suicide en avalant de l'azote. Mais le tableau, le film est conçu autour de l'idée de piège, et j'ai relu le magnifique roman de Stanislas Lem, qui est un des plus grands romans de science-fiction, et à plusieurs reprises, j'étais en quelque sorte très, très heureux de voir qu'il utilise le terme de piège. Il décrit la planète comme un système de piège, et les personnages sont piégés. Et donc ce personnage est piégé dans ce cauchemar qui est de sans cesse voir sa femme revivre et mourir. Et donc je crois qu'il y a vraiment une interprétation très subtile, parce que pendant tout le film, on voit plusieurs fois la série des saisons, donc c'est les saisons, sauf à ce moment-là. Après la scène d'élévation, elle va mourir, et à ce moment-là, on voit autour des chasseurs dans la neige la tour de Babel et la chute d'Icare. Donc les deux tableaux de la chute de Bruegel. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard, qu'il y a vraiment cette idée de signifier l'élévation et la chute au moment de cette scène. C'est comme ça que je le comprendrai. Enfin, on pourrait parler beaucoup plus du film, mais pour répondre à ta question, Tine, il me semble que
c'est pas du tout un hasard, c'est vraiment un montage. Parce que, on a choisi un titre parce qu'on savait qu'aujourd'hui il allait faire très chaud. Quand on a décidé notre titre en décembre à Rome, et on a dit pourquoi pas l'été, parce qu'on ne va pas atterrir les gens en disant pourquoi pas l'hiver. Mais pourquoi pas l'été? En fait, est-ce que selon nous, en effet, l'hiver incarne plus cet aspect infernal, aussi bien de vécu, danger, et défi pictural aussi, et aussi défi pictural. Je pense que la représentation de l'hiver constituait un véritable défi pictural à l'époque. Vasari l'évoque, Van Mander l'évoquera, davantage que la représentation de l'été, par exemple. Donc c'était ça aussi l'idée. Oui. Bon, mais je me demande, parce que, voilà, est-ce que vous lisez... J'anticipe peut-être un peu trop, que vous lisez aussi le danger dans les autres saisons ou que dans l'hiver? C'est ça un peu ma question. Do you see a threat in overpainting from the series of the season? The idea of a threat? I think it was yesterday that I read in the Dutch newspaper a comment on the way animals are being treated in Dutch, the houses where they slaughter the cattle. And the Ministry of Health protests against the way the animals are being treated. And apparently one of the ways animals are being treated, cows in particular, is that the people working in the abattoir, you say, use sticks into the genitals of the cow, which is apparently considered extremely not only a violation, so there's a violent attack on the cow. This is precisely a detail that now that you ask this suddenly comes to mind in the Return of the Herds, where in the background you see, I'm not going to go into the details, a representation of the harvest of, which is a traditional activity related to fall, but which, particularly in the way it is being represented, could also be related to the passion of Jesus. I'm not going to go into the details. And even if you forget that, the single strikingly visual violation of the cow in the foreground, I find it disturbing. Donc, en fait, Rainer Falkenberg a lu hier matin dans le journal des Pays-Bas, enfin le journal hollandais, que les vaches étaient particulièrement maltraitées dans les abattoirs et que on les torturait finalement avec des pics, que l'on on piquait en fait les parties génitales avec des pics, donc c'est extrêmement violent pour les amener vers l'abattoir. Et c'est exactement la scène qu'on voit en fait dans le retour des troupeaux. Donc en effet, là aussi, on pourrait dire qu'il y a des scènes extrêmement violentes qui a priori ne semblent pas l'être, mais si on y regarde de plus près, si on en comprend la signification, on se rend compte à quel point ce sont des scènes violentes. Aussi, mais on peut se dire, on peut réagir de façon vis-à-vis les soldats. Ceci est un sentiment, une sensibilité d'aujourd'hui. C'est pas sûr que c'est une sensibilité du temps, du tout. Fabien vient marquer le. Oui. Il faut passer aux hivers impressionnistes. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. Non. Votre...